Le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin, tantôt il reflète les astres et les cieux, tantôt il reflète la fange et la boue. Les romans est un genre littéraire, il est écrit en prose et sont des œuvres relativement longues. Ces ouvrages sont assez flous à définir, il n'a pas de règles précises, en effet tous les romans ne se ressemblent pas et adoptent différents préceptes pour se mettre en place. Dans Le Rouge et le Noir de Stendhal écrit en 1830, l'auteur formule sa définition du roman. Il affirme que le roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin et on peut même rajouter que tantôt il reflète les astres et les cieux, tantôt il reflète la fange et la boue. Cette citation veut nous dire que le roman n'est là que pour recopier de la façon la plus réelle possible, mais aussi qu'il mêle dans tous les cas à la fois le bonheur et la tristesse. On peut se poser la question de savoir si la définition du roman faite par Stendhal est entièrement véridique. Dans un premier temps nous montrerons que les romans peuvent être des miroirs fidèles de la réalité, reflétant gaieté et tristesse. Dans une seconde partie nous montrerons que ces romans allient le réel au fictif et ne sont pas forcément une réverbération de la joie et du chagrin. Dans cette première partie nous allons montrer que les romans peuvent être des miroirs sincères du réel, représentant la gaieté et on fait le choix d'écrire un roman qui est une représentation attentive et soigneuse de la société et du monde qui l'entoure. D'abord certains courants littéraires comme le réalisme reflètent la réalité fidèlement avec par exemple La Bête humaine de Émile Zola. Ce roman a été publié en 1890. L'histoire parle du monde du chemin roule tout au long de la ligne Paris 1er Havre et a pour héros le mécanicien Jacques Lantier ainsi que sa locomotive, la Lison. On trouve dans cette œuvre des longues descriptions très complètes sur des éléments présents dans le livre, comme des personnages, des objets, ou des paysages. Ces descriptions sont présentes dans le début de l'ouvrage avec l'incipit muni de descriptions très précises. Certains passages illustrent ce souci du réel comme à gauche, les marquises des Halles couvertes ouvraient leurs porches, au vitrage enfumé, celle des grandes lignes, immenses, où l'œil plongeait. Ce passage tiré de la description d'un lieu comporte de nombreux adjectifs qui sont là pour que le lecteur s'imagine parfaitement le lieu. Cela est donc une représentation attentive et soigneuse. Ensuite un autre courant littéraire, le naturalisme reflète le réel avec précision. Tout comme le réalisme il fait office de miroir direct du réel. Une vie de Guy de Maupassant en est un exemple. Ce roman a été publié. C'est le premier roman de l'auteur. Le roman décrit la vie d'une femme, Jeanne, depuis ses premiers amours et jusqu'à sa mort. On retrouve dans cette œuvre des descriptions naturalistes qui permettent au lecteur de bien s'imaginer la scène. Certains passages sont de bonnes illustrations de ces descriptions naturalistes comme ils étaient broyés, saignants. L'homme avait le front ouvert et toute la face écrasée. La mâchoire de la femme pendait, détachée dans un choc, et leurs membres cassés étaient mous comme s'il n'y avait plus d'os sous la chair. Ce passage écrit en focalisation externe permet de rendre soutenue l'action de ce passage, la description de la violence avec des mots durs comme broyés, ou saignants rendent la scène presque réelle aux yeux du lecteur. Cela est dû à cette représentation fine et travaillée. Deuxièmement certains auteurs mêlent harmonieusement dans leurs romans le côté heureux et joyeux mais aussi le côté triste et sombre. D'abord de nombreux auteurs, peu importe le genre du roman unissent la tristesse et le bonheur avec par exemple le Père Goriot de l'Honoré de Balzac. Ce roman d'apprentissage est devenu un véritable classique en vue de construction littéraire unique. L'histoire commence avec Rastignac qui est un jeune homme de petite noblesse qui vient à Paris espérant y rencontrer la fortune. Mais il n'a ni l'argent, ni la connaissance de la société parisienne qu'il faut mais qui va vite se munir des armes nécessaires pour réussir. Ce roman qui fait une description de la société parisienne. D'un moment à l'autre le lecteur peut passer de la tristesse à la joie. En effet certains passages sont tristes comme une plainte du Père Goriot ne pas les avoir, voilà l'agonie, ou encore un passage qui suit la mort du Père Goriot où il n'y avait qu'une seule voiture de deuil. La présence du mot agonie ou deuil rend triste le lecteur. Mais en opposition, certains passages sont heureux comme commencer à briller les lumières lorsque Paris apparaît comme un objet de désir pour Rastignac ou encore là où vivait ce beau monde. La présence de mots comme briller ou beau monde donne un côté joyeux dans certaines parties de l'œuvre. Dans ce roman, classique de la littérature se mêle bonheur mais aussi tristesse. Ensuite le roman dit total,
comme par exemple la Chartreuse de Parme de Stendhal peuvent mêler eux aussi joie et tristesse. Valu la célébrité à son auteur a été publié en 1839. Ce roman raconte l'histoire de Fabrice del Dongo, habitant de Parme qui rencontre Clélia Conti, femme dont il tombe amoureux en prison après avoir tué un comédien. Certains passages comme ceux du moment où Fabrice est en prison montrent son bonheur d'avoir rencontré Clélia. Il écoutait avec ravissement les petits gazouillements interrompus et si vifs par lesquels ses voisins les oiseaux saluaient le jour en est un exemple. Les expressions comme ravissement ou saluer le jour montrent le côté joyeux de la scène, malgré que le personnage se trouve en prison. Mais en opposition certains passages plus tristes, comme extrait qui montre la tristesse de la duchesse, « Ah de grâce, ne poussez pas plus loin un si triste roman », s'écria la duchesse les larmes aux yeux. Les expressions triste roman et les larmes aux yeux qui font partie du champ lexical du chagrin montrent la tristesse de la duchesse et ainsi entraînent la tristesse. Dans cette œuvre, on retrouve donc un mélange entre le chagrin et la gaieté. Troisièmement, le roman est un miroir qui peut avoir des directions différentes et avance le long d'un chemin à un rythme varié selon l'auteur. D'abord, certains auteurs décident dans leur roman de faire des descriptions plus ou moins courtes et d'écrire un roman plus ou moins rythmé. Par exemple, dans son roman Jacques le Fataliste écrit en 1773, Diderot opte dès l'incipit pour une œuvre avec un rythme peu conventionnel. On remarque un double dialogue, l'un entre Jacques et son maître, l'autre entre le narrateur et le lecteur, construit harmonieusement et qui provoque une réflexion du lecteur. Par exemple ce passage, le maître, tu as donc été amoureux, Jacques. Si je l'ai été montre le dialogue entre les deux personnages et toujours dans l'incipit le passage vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, montre le dialogue entre le narrateur et le lecteur. L'écrivain ne se lance pas directement dans de longues descriptions. Il va enrichir au fur et à mesure son œuvre de description. Ce roman peut laisser le lecteur perplexe puisqu'il a un rythme particulier et cela dès l'incipit avec ce double dialogue qui ne répond pas directement aux attentes du lecteur. Cette œuvre a une direction et un rythme bien à elle. Ensuite d'autres auteurs optent pour un rythme plus conventionnel avec des descriptions longues dès le début du roman. Par exemple Le Rouge et le Noir de Stendhal écrit en 1830 possède un incipit plus conventionnel que celui de Jacques et le Fataliste. Dans son incipit Stendhal propose une description précise de la ville de Verrières, lieu où vit Julien Sorel. Le personnage principal est précis comme le montrent des passages comme ces maisons blanches avec leurs toits pointus de tuiles rouges s'étendent sur la pente d'une colline. Il y a la présence de nombreux adjectifs qualificatifs pour la précision. Cet incipit répond aux attentes du lecteur qui sont entre autres des informations détaillées sur le cadre spatial. Ainsi le roman commence avec un rythme habituel alliant longues descriptions de lieux et de personnages. Dans cette première partie nous avons montré que les romans peuvent être des miroirs sincères du réel, pouvant unir la gaieté et tristesse avec des rythmes et des directions différentes selon les auteurs. Mais cette image sincère de la réalité a des limites et ce mélange harmonieux de joie et de triste n'est pas toujours présent dans les romans. Dans cette deuxième partie nous allons montrer que ces romans allient le réel au fictif et ne sont pas forcément un reflet de la joie et du chagrin. Premièrement, le trop de réalisme dans les descriptions présentes dans un roman mène à l'imaginaire. D'abord le réalisme et le naturalisme ont des limites et certains auteurs le montrent très bien. Par exemple dans le roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary écrit en 1857 l'auteur parvient à montrer ses limites grâce à des descriptions. En effet dans l'incipit l'auteur nous fournit un certain nombre d'informations mais qui restent cependant assez floues. Par contre, sur la casquette du nouvel élève, le personnage Charles Bovary. La casquette est décrite comme un objet invraisemblable qu'on ne peut se représenter. La casquette est représentée comme un objet irrégulier. Elle est apparentée à différents types de chapeaux. Flaubert fait une longue énumération pour décrire la casquette avec des termes matières différents avec les animaux comme bonnet à poil, chapska, chapeau rond, casquette de loutre, ou bonnet de coton. Cela montre l'originalité de la casquette, vraiment peu commune. Cette casquette apparaît comme un objet surdimensionné. Cette description montre en quelque sorte le caractère du personnage. Une description aurait normalement pour but une meilleure imagination de la casquette de la part du lecteur, mais l'imagination de la casquette en vue des adjectifs et des termes tout différents rend impossible au lecteur de s'imaginer une casquette plausible.
La casquette en devient presque fantastique tellement elle est